Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires hors du commun. Quand on rentrait de l'école, on ne savait pas ce qui nous attendait. Il y avait des armes, il y avait des coups de feu, il y avait des haches. Mon corps se souvient de cette peur-là. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie inspirants, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Malgré le parcours qu'il a eu, il est dans l'énergie positive. Par rapport à ce que je lui ai apporté, il me le rend au centuple, quoi. Je suis heureux. Quand il est heureux, je suis heureux. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je vais bientôt rencontrer Patrick, un homme au parcours extraordinaire. Comment a-t-il pu vivre tout ce qu'il a vécu et devenir PDG d'une entreprise internationale? À 4 ans, lui, son frère et sa sœur entrent à l'orphelinat. À 9 ans, leur mère alcoolique vient les chercher et les jette dans une cabane au milieu de la forêt. Loin de la civilisation, il découvre alors la violence des hommes. Patrick traverse toutes les tempêtes avant de prendre la tangente à 16 ans. Dès lors, loin de l'enfer, tout lui paraît une chance. Premier appartement, premier travail et première paye. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, ne jamais revoir cette cabane. Aujourd'hui, libre et épanoui, Patrick est prêt à se raconter. Patrick. Bonjour Frédéric. J'adore votre sourire. Je suis très heureux de vous rencontrer. Partagé, je suis ravi aussi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous riez? Je trouve c'est extraordinaire cet endroit. C'est vrai? Ça me... Ça vous met la chair de poule? Voilà. Pourquoi ça vous met la chair de poule? J'imagine que je suis sensible au lieu. C'est étonnant et habité. Bon, moi, je suis intimidé par vous, en fait. Vous êtes ce qu'on appelle un être inspirant. Est-ce que vous acceptez la formule? Ça me touche beaucoup. Si c'est le cas, je suis ravi. Mais je ne sais pas s'il y a une part de réalité dans ça. Ça me touche beaucoup. Non, mais n'en doutez pas une seconde. Merci beaucoup. Et j'ai appris que vous vous étiez renseigné sur moi avant d'accepter cet entretien. Vous pouvez m'expliquer et pourquoi vous avez accepté du coup? Renseigner sur vous, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, je voulais... D'une part, j'ai vécu pendant de nombreuses années à l'étranger, donc je ne vous connaissais pas. Et je ne connaissais pas vos émissions et je regarde très peu la télé, pour être tout à fait honnête. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce que j'ai vu de votre travail. J'ai été sensible à ce que j'ai vu. En laissant résonner simplement ce qui s'opère en moi, j'ai trouvé ça beau. Et j'ai trouvé de l'attention dans ce que j'ai vu, de la délicatesse. Et voilà, il y a une partie de moi qui est sensible à ça, donc j'ai accepté et je suis très honoré et ravi d'être avec vous. Bon, je suis évidemment touché par cette confiance. Et je voulais savoir aussi... Parce que votre histoire, c'est sans doute une des plus incroyables histoires dont j'ai jamais entendu parler. J'ai l'impression que vous me la racontiez. Et je voulais savoir quel était le sens pour vous. Alors évidemment, on va parler de votre livre dans un instant. Tout est écrit, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à transmettre? C'est que tout est possible. Et c'est vraiment... notre capacité à influencer nos trajectoires est énorme. Voilà, c'est ça peut-être. Je vous offre à boire quelque chose? Avec plaisir. Thé, café, jus d'orange, de l'eau, du jus de pomme. Je prendrai avec joie un café. Merci beaucoup. Vous savez que les éditeurs, quand ils publient un livre, ils écrivent, je ne sais même pas comment ça s'appelle, une bannière pour donner aux gens envie de l'acheter. Et souvent, ils exagèrent un petit peu. Et alors, le vôtre, en fait, il a fait un euphémisme. J'ai l'impression. J'ai l'impression que, donc, c'est chez Fayard, hein, le formidable destin d'un gamin de la DAS devenu PDG. Rien n'est joué d'avance. Donc, même le formidable destin, c'est déjà très fort. Mais par rapport à votre histoire, j'ai l'impression que c'est faible. Je ne sais pas si c'est formidable. Enfin, c'est un atypisme, peut-être. C'est une singularité. Alors, c'est ça qu'il faut. C'est que je pense que si Hector Mallet ou Steven Spielberg entendaient parler de vous, ils auraient fait leur plus grande œuvre. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous parlez de humble témoignage. Vous avez beau être humble,
C'est extrêmement puissant. Et je veux savoir comment vous pourriez résumer en quelques lignes votre histoire. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais c'est l'histoire de quoi? On pourrait dire de 1000 manières. On pourrait dire c'est l'histoire d'un enfant de la DAS qui devient PDG. On pourrait dire c'est l'histoire d'un homme qui grandit dans la forêt sans eau, sans électricité. Alors ça fait joli quand on le dit comme ça. Dans la violence, loin de tous et loin des regards. Dans la barbarie, dans la misère. Vous remettez en humeur avec ces quelques mots là des moments particuliers. À nouveau, j'ai des frissons, mais vous êtes comme moi parce que c'est pareil. Moi, je passe mon temps à voir la chair de poule, vous aussi. Donc on a un point commun. Je ne sais pas ce que je dirais en synthèse, mais je ne sais pas si la dimension de PDG reviendrait dans ma synthèse. Je ne dirais pas ça. Je dirais que malgré l'adversité, il semblerait que j'ai été capable jusqu'à présent de devenir peut-être un peu agent de mon destin et surtout peut-être de me sentir libre. Peut-être. Alors en préparant cet entretien, je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre histoire, de votre vie, que je me suis permis d'exposer dans l'atelier. Et je vous propose de parcourir ce chemin et de vous installer dans le patio. Et je vous rejoins dans un instant. Ça vous va? D'accord. Merci Par beaucoup. ici. Merci. Merci. In the morning we'll wake to the sound of the neighbors, and we'll curse and we'll blame and we'll call them funny names. You will cover your eyes from the morning light with your shirt and think of the grasshopper, the roar of their Je suis touché par ces photos qui me renvoient à des choses et qui illustrent en quelque sorte le chemin. Et je sens de la nervosité en moi en fait, hein, et de l'émotion aussi, c'est vrai. Alors un chemin très marqué. Si on commence par le début, celui dont vous vous souvenez pas, vous naissez dans quelle famille, dans quel milieu, à quel endroit? Donc je nais en fait à Rueil-Malmaison. J'ai un papa qui est gardien de la paix, qui est policier. Et très rapidement, il se trouve que pour des questions de mobilité, nous partons à Cherbourg. Et on habite dans une cité HLM. C'est un milieu très modeste, mais j'ai pas de souvenir en vérité de cette période entre 0 et 4 ans. J'ai pas de souvenir. D'accord. À 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc à 4 ans, mon père se suicide. Avec une arme? Avec une arme, oui, qui place à son visage. Hein. Et avant de mettre fin à ses jours, il écrit 2 lettres. Une première lettre pour sa famille, une deuxième lettre pour ses collègues policiers. Et il demande en fait à ce que nous, ces 3 enfants, nous soyons placés dans une institution qui est assez incroyable d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque l'OMPN, l'Orphelinat Mutualiste de la Police, et qui aujourd'hui s'appelle Orphéopolis. Donc il a cet acte en tout cas. Voilà, il veut en fait nous éloigner de notre mère. Éloigner ses enfants de cette mère alcoolique, était-ce l'une des raisons du suicide de ce père, qui restera un fantôme dans la vie de Patrick? Question sans réponse, sauf que Patrick a 4 ans, lorsqu'il franchit les portes de l'orphelinat. L'enfant que vous êtes arrive dans un orphelinat. Alors ce terme-là déjà fait peur. Pour vous, c'est, on dirait spontanément, un bon souvenir, un mauvais souvenir? J'ai pas de mauvais souvenirs de l'orphelinat. Et je sais pas comment les choses sont produites pour les autres, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été orphelin. Ça peut choquer peut-être d'entendre ça, mais j'avais pas la conscience des choses. Les frères et sœurs? Donc mon frère est du côté des garçons. Il est un peu plus âgé, donc je le vois pas nécessairement tout le temps, souvent. Et ma sœur est du côté des filles, donc je la vois encore moins.
Mais en tout cas, il y a des moments de rencontre et je sais qu'ils sont là et voilà. Mais on se voit assez peu. Alors on sait qu'un enfant, pour grandir dans un monde idéal, a besoin d'affection et de protection. Est-ce qu'il y a de l'affection? J'allais dire j'ai eu de la chance. Oui, parce que j'ai ressenti de l'affection de la part d'un certain nombre de personnes qui s'occupaient de nous, en fait. Et je me suis senti aimé et valorisé. À l'école, ça fonctionnait très très bien. J'avais des bons résultats. Ça se passait bien, en fait, pour moi. J'ai de bons souvenirs. Vous avez des prénoms, vous avez des visages, vous avez des scènes où cet enfant que vous êtes a de l'affection? Ah oui. Je me souviens, j'avais je ne sais plus quelle petite maladie, une grippette. Et l'une des dames m'avait offert un bouquin, mais ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Le fait qu'elle vous offre quelque chose. Qu'elle m'offre ce présent en me disant... Et le bouquin s'appelait Ducran Milo. Ducran Milo. Je donc retiens. vas-y. Voilà. Et votre mère, elle est vivante. Oui. On lui a retiré la garde de ses enfants. Oui. Dans cette période-là, de l'orphelinat, qui va durer jusqu'à l'âge de 9 ans. 9 ans, Oui. est-ce que vous la voyez physiquement? Très très peu. Je pense que j'ai dû la voir 4 ou 5 fois dans mon souvenir au maximum, et je ne suis pas encore certain de ça. Patrick a 9 ans lorsque cette mère, pourtant absente, veut revoir ses enfants. Sa situation a changé, paraît-il. Il quitte alors l'orphelinat pour 15 jours. Ils n'y reviendront jamais. Come on, baby, don't be scared. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, elle débute une nouvelle relation avec un nouveau compagnon. Elle prévoit de se marier et elle va obtenir l'autorisation de l'organisation de récupérer ses enfants pour l'été. Et avec l'obligation de ramener ses enfants après la période estivale. Et en fait, elle est venue nous récupérer et nous sommes partis tous trois dans le sud-ouest. Et en fait, jamais elle nous a ramenés. Mais il y a eu une prise de relais locale par des éducateurs de l'assistance publique. Et donc, on est resté en fait dans le sud-ouest avec elle. Et lorsque nous sommes sortis de l'orphelinat, nous habitions une petite maison dans une ville qui s'appelle La Teste, près d'Arcachon. Et dans un milieu où il y avait assez peu d'argent. Et très vite, en fait, la situation s'est dégradée. Et on est parti chez un ami, en fait, de ce compagnon de ma mère. Et pas de loyer à payer. Bon, alors, c'était, on dirait insalubre. Enfin, je veux dire, c'est... Quand je suis arrivé à la cabane, la chambre, en fait, n'était pas une chambre. Et ça m'avait... Là, pour le coup, ça m'a frappé parce que l'odeur était insupportable. C'était un pigeonnier, en fait. Et les pigeons venaient rentrer. Il y avait une petite fenêtre qui faisait cette taille-là. Et à l'intérieur... Et les pigeons s'étaient installés à l'intérieur. Donc il y avait les excréments des pigeons. Ah oui, mais partout. Et ça on fait dormir là. Ben, en fait, on m'a expliqué que ma chambre allait être cette pièce-là. Allait devenir cette pièce-là. Il n'y a ni eau, ni électricité dans cette cabane, sale et perdue en pleine forêt. Loin de toute humanité, une vie de misère absolue commence. Si je suis très honnête, c'est pas l'inconfort, c'est pas la dimension matérielle qui a été un souci pour moi. J'allais presque dire pour nous, mais je vais me garder sûrement de parler pour mon frère et ma sœur. Par contre, c'est ce qui se passait à l'intérieur qui était vraiment, là pour le coup, qui a généré des choses plus profondes parce qu'il y avait beaucoup d'alcool. Et rapidement, en fait, la violence arrivait. La violence, ça veut dire quoi? Ça se concrétisait comment? C'est violence de qui contre qui? De tous, en fait. Des adultes déjà, entre eux, ouais. et qui débordent vers les enfants. La cabane était en 2 parties. Et les adultes, le soir, on essayait petit à petit... J'ai les mains qui tremblent. Et nous allions dans l'autre partie pour nous protéger un petit peu, mais ils venaient dans notre partie. Ils venaient aussi dans notre partie. Et j'ai des souvenirs douloureux de ça. Il y avait des bagarres terribles, mais avec un niveau de violence qui est difficile à appréhender. C'est-à-dire... C'était quoi, des poings? Il y avait des armes? Oui, il y avait des armes, il y avait des coups de feu, il y avait des haches. Des haches. Il y avait... Enfin, c'était... La barbarie? C'était de la barbarie. Et j'ai eu du mal à accepter que ça puisse être ce mot qui s'applique, en fait. Mais alors, qu'est-ce qui va être le plus difficile à vivre, finalement? Je pense que c'est la peur, en fait. Ce qui va être le plus difficile à vivre, c'est la peur. C'est la peur pour sa propre vie, déjà? La peur, mais quand on rentrait de l'école, on ne savait pas ce qui nous attendait. Que va-t-il se passer? Vraiment, mais
Mon corps se souvient de cette peur-là. Est-ce que toute cette violence, c'est un sujet dont vous parlez entre frères et sœurs? On a fait très attention les uns aux autres. Et en particulier, mon frère a joué un rôle. Plus le temps passait, plus il a joué un rôle, en fait. Concrètement? Protecteur. Hein, puisque en grandissant, lui, il avait la force. Et donc, par exemple, ça veut dire quoi? Il intervenait? Ah oui, il s'est mis à intervenir. Et ensuite, il avait 1 an de plus que vous? Oui, il avait un an et demi de plus que moi. Mais surtout pas le même gabarit. Mais les enfants où vous étiez, qui étaient bons à l'école, etc., vous en parliez entre vous? C'est arrivé que quelqu'un dise il faut appeler la police, la gendarmerie? Non, pas du tout, en fait. Nous étions, je pense, collectivement animés par le fait de ne pas retourner à l'orphelinat, malgré tout, et de surtout ne pas montrer au monde ce qui se passait chez nous. Pour des questions de honte aussi, certainement. C'est-à-dire? Les victimes que vous êtes ont honte à ce moment-là. Oui, il y avait une forme de honte, je pense aussi. Et puis, encore une fois, le désir de cacher, je crois vraiment, et presque de protéger les nôtres, notre mère. Et dans cette période, c'était quoi les ressources de ces enfants pour tenir? La nature. Et moi, j'ai vraiment j'ai compris ça aussi. C'est une compensation par la nature. C'est-à-dire? Il y avait des arbres autour de vous? Voilà, alors déjà, il y avait des arbres, et finalement, le chemin, chaque jour, mais plus je vieillissais, et plus j'ai mesuré à quel point le chemin était bon pour moi. Parce que j'y faisais des rencontres magnifiques avec la nature, et avec les arbres. Qu'est-ce que ça veut dire, une rencontre avec un arbre? Pour illustrer ça, il y avait, juste à côté de la cabane, il y avait un chêne absolument énorme. Absolument énorme. Et un jour, il a pris la foudre. Et déjà là, ça m'a profondément marqué. Et je suis parti à l'école, et le soir où je suis rentré, les adultes l'avaient abattu. Je suis encore triste aujourd'hui d'avoir perdu cet arbre. Ça peut paraître fou, j'en suis très ému même. Parce qu'il vous protégeait? Ouais, exactement, il me protégeait. J'avais le sentiment qu'il me protégeait. Affamé d'amour et de chaleur, l'adolescent trouve de quoi se nourrir, là où il peut. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être au contact dans des écoles, etc., de gens qui me paraissaient... j'ose pas employer le terme, mais qui, en tout cas, vivaient dans des familles où, a priori, il y avait une forme d'équilibre. Et ça m'a fait un bien fou. Ça a été très précieux pour moi. Et par le foot aussi. J'allais au foot et je voyais des gens, des parents qui s'occupaient de leurs enfants, etc. Et j'ai compris plus tard que ces modèles-là ont été fondamentaux pour moi. Puisqu'il y a autre chose. Vous ont permis de tenir parce que c'était une forme d'espoir. Il y aurait pu y avoir, au contraire, le sentiment d'injustice en se disant mais pourquoi moi j'ai pas ça? Non, alors c'est intéressant, c'est un mot qui est fort aussi et j'ai jamais ressenti ça. Autre chose est possible. Et ça a été quelque chose d'important. Hein. Qu'est-ce qui va déclencher la fin de ce calvaire pour vous? À plusieurs reprises, j'ai été réveillé par les coups de feu. Mais ça, déjà, c'est petit à petit. C'est-à-dire que même dans son sommeil, on n'est pas tranquille. Ah non, mais jamais. C'est ça que ça veut dire. Jamais, hein, jamais. Et je me souviens un jour, je suis rentré, je suis arrivé, il y avait un trou au-dessus de mon oreiller. Et en fait, c'est quelqu'un était venu se coucher là où je dormais. Et un autre, pour lui faire une blague, avait tiré une balle au-dessus de sa tête. Enfin, ça dénote un tout petit peu de ce qui se passe dans cette maison. Et il y a un trou au-dessus de mon oreiller. Là, je me suis dit, je vais devenir fou. Et là, je me souviens très, très précisément de ce moment. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Plus jamais de ma vie, je dormirai dans cette cabane. Plus jamais de ma vie, je ne dormirai ici. Instinct de survie. Et je me suis dit, il faut que je parte. Je vais devenir fou. Et ma mère a essayé de me retenir ce soir. Il est très, très présent. Elle me tenait comme ça, elle était ivre. Pars pas, machin, etc. Et je pouvais plus. Patrick le sait, c'est lui ou sa mère. Il doit s'évader s'il ne veut pas mourir, emprunter ce trou noir dans le mur pour vivre enfin. Donc vous avez 16 ans, vous partez. Oui. Vous partez spontanément dans votre tête, vous vous dites je pars où? Alors, j'ai même pas de but. Je quitte la cabane, je peux plus rester là et je m'en vais. Et en fait, j'arrive à la gendarmerie de la ville. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter à ces gendarmes au milieu de la nuit? C'est ridicule, c'est ridicule. Et là, je repars dans la forêt, mais dans une autre maison forestière, dans une autre cabane, où mon frère est. Puisqu'il a une copine, chez des voisins très lointains dans la forêt, etc. Et je décide de finalement aller retrouver mon frère.
Et dans la nuit, alors que je m'approche de cette cabane, j'entends des voix. Et je me souviens encore de ce moment-là. Et on avait un petit sifflet entre nous pour se localiser dans la forêt quand on chassait. C'était quoi? Un petit sifflet comme ça. Me répond. Ah, je me dis, mais c'est fabuleux, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis à tel endroit, viens. Et puis donc, j'arrive dans cette cabane et là, ça sentait le chou. Et là, je passe une première nuit à côté de la cheminée, allongé sur le plancher, et je dors. Et le lendemain, je décide d'aller voir l'éducateur. Et je lui dis, je peux plus. Je peux plus. Et je dormirai plus jamais de ma vie dans cette cabane, c'est fini, je peux plus. Et il me regarde et il me dit, tu as faim. Et là, ça m'a meurtri aussi. Qu'est-ce que je devais renvoyer? Et là, rapidement, les choses se sont mises en place. Et dans mon esprit, quelques jours après seulement, j'ai été présenté au juge pour enfants. Et elle me dit, vous avez deux solutions. Ou bien vous allez dans une famille d'accueil, ou bien dans un foyer de la DAS. La famille d'accueil, c'est votre entraîneur de foot et Sylviane, sa compagne. Qui s'était proposé? Qui s'était proposé sans que je sache. Wow. Sans que je sache. Et vous allez vous installer chez eux? Oui. C'est la dame qu'on voit là-bas? C'est Sylviane qui est là, ouais. C'est Sylviane. On voit de la bonté sur un visage, là. Hein. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'il vous apporte que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce que vous découvrez de la vie, en fait? La première chose qu'elle m'apporte, c'est, quand j'arrive chez elle, c'est des vêtements. Je me souviendrai toute ma vie. J'ai encore le pull-over qu'elle m'a offert quand je suis arrivé chez elle, je l'ai encore. Et elle m'apporte une tendresse, une affection incroyable. Elle prépare, il y a une odeur dans cette maison qui est incroyable, qui est une odeur de cuisine, de piperade. Vous ne connaissiez pas? Pas du tout. Et elle me dit, je me souviens, elle me dit, à peine je suis arrivé, enfin vraiment j'arrive très tôt, je ne vais pas sentir très bon, j'avais des vêtements très très dégradés. Et elle a tout jeté, hein. Et elle me dit, tu sais, on a la douche, donc tu peux te doucher tous les jours. C'était une surprise pour moi. Enfin, je pouvais me doucher tous les jours. Déjà, nous, c'était l'eau du puits dans une bassine, un peu sur le feu parfois, et sinon, voilà, on fait la toilette dans la petite pièce commune, qui a vocation garde-manger, salle de bain, enfin, qui fait tout, et à tour de rôle, on va faire un peu de toilette dans une bassine, quoi. Et là, il y a un confort, en fait, qui est étonnant, et il y a surtout c'est calme. C'est calme. Il n'y a plus de peur. Non. Patrick est libre. Il fait l'expérience de la sécurité et de la chaleur. Il n'avait jamais vécu dans une vraie famille auparavant, une famille sans hurlements. Il trouve là un socle pour se construire une vie bien à lui. Donc ce petit gamin de 16 ans, parce que c'est un gamin à 16 ans qui a fait le choix de la survie, qui se retrouve dans cette situation, parce que vous avez été acteur de votre vie, comment ça va s'enchaîner pour devenir un des grands patrons français? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Si je fais court, il y a eu quelques fils rouges. Il y a eu le travail. C'est-à-dire? Je suis devenu apprenti mécanicien. J'avais un CAP de mécanicien. Et puis ensuite, c'est un oncle qui me trouve un boulot d'été pour 2 mois, livreur saisonnier. Vous savez, on livre les cafés, les caisses de bière, les fûts de bière. Génial, 2 mois de travail, je vais avoir quelques sous, je pars en Normandie. Et puis ensuite, j'ai été balayeur. Je vivais dans mon propre appartement, que je payais moi-même. Si on fait un arrêt sur image, donc 17 ans, j'ai mon propre appartement, donc forme d'indépendance, j'ai un travail, sauf que balayeur, dans la tête de plein de gens aujourd'hui, c'est le bas de l'échelle, comme on dit, social. Et vous le vivez comment à 17 ans? Je peux manger. Je peux manger et je suis en sécurité. J'ai besoin de personne. Il n'y a pas du tout d'ambition, de rien du tout. Par contre, le sentiment de sécurité et d'indépendance, en fait. Vous vous rappelez la première chose que vous achetez, par exemple? La première, je ne sais pas, mais j'ai un souvenir marquant vraiment d'un très beau cadeau que je me suis fait peut-être un tout petit peu plus tard, où je me suis acheté un peignoir un jour. Mais vraiment, j'ai un souvenir, mais je le vois encore. Mais c'est le comble du luxe, un peignoir. Ça sert à rien, un peignoir. C'est-à-dire on peut vivre sans. Et donc, j'ai acheté un peignoir, mais j'ai eu l'impression de me faire un cadeau exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vous deveniez milliardaire, quoi. Le truc qui sert à rien, j'ai un peignoir. Puis en plus, c'était doux. J'avais un truc en coton à l'intérieur. Et donc, comment ce petit balayeur de 17 ans va devenir PDG? C'est un mystère. Alors, la suite des épisodes. Donc, rapidement, je suis balayeur à un moment, à l'Arsenal de Cherbourg. Et l'un des techniciens du hall mécanique dans lequel je travaille m'apprend qu'il s'en va.
Et là, je me dis, mais il est mécanicien, et si? Et là, je décide d'aller voir l'ingénieur en charge du service, en fait. C'est là où le gamin que vous êtes est acteur de sa vie. Il se dit et si, et il ose demander. C'est un ça? moment d'audace, absolument. C'est un grand moment d'audace. Et je vais voir ce monsieur, et je lui dis, mais monsieur Simon, un technicien s'en va. Et si je le remplaçais, j'ai un CAP de mécanicien auto, après tout. Et là, il m'accueille et me dit, je vais en parler à quelques collègues, reviens, on en reparle dans quelques jours. Et quelques jours plus tard, il me dit, écoute, on en a parlé, on te donne un contrat de 6 mois. Si jamais tu fais l'affaire, tu seras prolongé. Si c'est pas le cas, tu auras perdu ton contrat nettoyeur, tu seras au chômage. Et je dis, mais bien sûr, allons-y. Ses premiers contrats sont reconduits et très vite, il intègre une prestigieuse entreprise dont il deviendra plus tard l'un des dirigeants. Mais à 21 ans, il est encore ouvrier. Une insatiable boulimie de connaissances va bientôt le porter vers cette vie à laquelle il n'ose pas rêver. Il enchaîne alors les formations professionnelles, puis les diplômes universitaires, master de commerce en 2003 et diplôme HEC en 2007, le tout sans avoir eu son baccalauréat. Le fait d'accéder à ces connaissances et ces diplômes me protégeait, c'était mon sentiment du retour à la précarité. Et donc la connaissance finalement et le savoir me permettaient d'accéder à encore plus de liberté. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que on sait aujourd'hui quand un être humain a manqué d'affection, ça poursuit. Il y a des gens qui chutent, qui tombent dans des addictions, dans l'alcool, qui fuient un mal-être. On a la sensation dans votre parcours qu'il n'y a pas ça. Il y avait par exemple une immense violence en moi. Et dans des situations où je sentais autour de moi la tension, je sentais la violence monter. Et une forme de paranoïa aiguë, par exemple. Paranoïa, mais très importante. Et au moment vous avez où... été trahi par les gens qui sont censés vous protéger Ouais. et vous donner de l'affection. Donc ça peut se comprendre. Et voilà. Et plus le temps a passé, et plus j'ai pu clarifier les choses et comprendre les choses et essayer de protéger aussi ce qui allait advenir pour mes enfants. Voilà, parce que pour avoir des enfants, il faut une femme. Oui, Chantal, oui. Parlez-moi de cette rencontre, parce que il y a aussi un danger qui menace les gens qui ont été maltraités, c'est de reproduire. Oui, et Chantal... Elle rentre dans votre vie à quel moment? Elle rentre dans ma vie à 28 ans, et je suis comment dirais-je, j'ai ma conscience de l'importance de son rôle est si fine que ça me touche de pouvoir la citer, parce qu'elle est elle veut être en retrait, elle veut nous protéger, etc. Et lui rendre hommage aussi, c'est important parce que son rôle a été majeur. À quel moment elle connaît toute votre histoire et quelle est son attitude? Parce qu'il y a plein d'êtres humains qui sont effrayés par les traumatismes de l'autre. Alors, elle découvre mon histoire, pas de manière forcément détaillée, mais elle la découvre assez tôt, puisqu'évidemment, dans la rencontre, il y a l'environnement, les parents, etc. On se raconte. Et elle n'a pas eu peur de ça. À ses succès professionnels vient s'ajouter l'amour de sa femme qui le porte. Et en 2009, Patrick prend la direction d'un grand groupe pour y développer l'une de ses idées, un traitement révolutionnaire contre le cancer. On parlait de reconnaissance, j'étais très impressionné. Vous avez reçu un prix aux États-Unis donc c'est le prix de l'innovation Clinton. Oui. D'accord. Donc moi je repense à l'enfant de la cabane qui dort par terre, qui n'a pas de couverture. Enfin, je repense à tellement de choses que vous avez racontées quand j'entends ça. Alors, il récompense quoi, ce prix? En fait, c'est un sujet de mémoire qui m'a été confié par la société dans laquelle je travaillais. Et l'une des idées qui est sortie de ce travail, que j'ai mené avec d'autres, c'est d'extraire un métal rare des procédés de l'usine pour en faire un anticancéreux. Et cette idée a cheminé et a donné naissance à la société qu'effectivement j'ai eu la chance de diriger, qui développe des anticancéreux très innovants. Et qui sont aujourd'hui éprouvés, ou c'est prometteur ou ça marche? Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le développement clinique. Donc on fait des essais sur les patients, donc on est déjà bien avancé sur le chemin. Et plus de 300 projets ont été présentés au monde. De toute la planète. De toute la planète. Et il y a eu une vingtaine de projets cette année-là qui ont été récompensés, dont celui-là. Et j'ai eu l'honneur de recevoir pour la société le prix de la Fondation Clinton à New York. Des mains de qui? Des mains du double Pulitzer, Nicolas Christophe, qui est éditorialiste au New York Times. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête à ce moment-là? Ce qui était très présent, c'était juste avant.
C'est juste avant, quand je suis dans cette pièce avec toutes les stars. Enfin, il y a Demi Moore qui passe, qui me demande, qui s'excuse pour s'asseoir juste à côté. Il y a Barbara Streisand derrière. Il y a des photographes de partout. Et là, j'ai une image. Là, vraiment, j'ai une image du contraste, en fait, entre la cabane et ce grand hôtel new-yorkais. Avec... Waouh! Ah oui, j'ai cheminé. Quand même, j'ai cheminé. Il s'est passé des choses. Ça me touche. Ça me touche ça me touche, votre regard, maintenant, tout de suite. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et ensuite, quand je regarde ce qui s'est passé ensuite, où il y a une idée un jour dans un petit bureau à Cherbourg, et quelques années plus tard, mon directeur scientifique, un monsieur exceptionnel, m'envoie un texto et me dit « Premier patient injecté ». Et cancer des ovaires. Une idée qui peut sauver des vies. Une dame qui a un cancer des ovaires et qui reçoit pour la première fois au monde ce médicament à partir d'une idée. Donc c'est l'histoire d'un enfant qu'on a essayé de détruire, qui est resté vivant et qui aujourd'hui a bien fait de venir sur Terre parce qu'il est en train de sauver des vies. Non, je dis pas ça. Je dis pas que je suis en train de sauver des vies. C'est moi qui le dis. Non, je dis simplement aider les gens à vivre plus longtemps, c'est à sourire aux leurs plus longtemps. Avoir un impact, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit, votre histoire? Elle dit peut-être que la détermination rend les choses possibles. Elle dit sans doute que la connaissance est fondamentale. Et c'est pour ça que j'ai adoré quand vous m'avez permis d'inviter quelques personnes pour les remercier, finalement. Garder la mémoire de ceux qui ont été présents et honorer mes propres héros. Ça, c'est aussi ce qu'elle dit, c'est... Moi, j'oublie pas, j'ai de la mémoire. Et quand vous avez écrit ce livre, vous avez dit « Oh, si je peux aider une personne, je serais content ». Et moi, je sais que c'est pas une seule personne que vous allez aider. Merci. Et vous venez de donner du sens à ma vie en faisant ça. C'est-à-dire que, forcément, moi, je me lève le matin pour écouter des histoires de gens qui ont des messages d'espoir. Et donc, vous incarnez ça. C'est pour ça que ça m'aime. On va les accueillir. Merci. Ça vous choque si je vous donne une accolade? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tous mes invités, comme Patrick aujourd'hui, sont plus forts que la vie, c'est probablement parce qu'ils ont fait des rencontres grâce auxquelles ils se sont construits ou reconstruits. Je voulais donc écouter les proches de Patrick. Hey, bonjour. Bonjour, bienvenue Frédéric, enchanté. Bonjour. Avec sa famille, ses amis, je vais tenter de mieux comprendre comment on peut surmonter les épreuves. Soyez les bienvenus. Si. Je vais vous installer. Allez-y, Patrick. Merci. Alors d'abord, servez-vous. Jus de pomme, jus d'orange, de l'eau, du café, du thé. Allez-y. Je vais prendre un petit jus d'orange. Ouais. Patrick, expliquez-moi qui est qui, puisque effectivement on a parlé d'une période de votre vie où on a essayé de détruire l'enfant que vous étiez. Et puis vous m'avez dit, attention, les gens n'arrêtent pas de dire que je suis un self-made man. Et vous dites, non, je ne me suis pas fait tout seul. Il y a eu des gens sur mon chemin. Et donc, ils en font partie. Vous pouvez me dire qui est qui alors? Bien sûr. Bien sûr. Alors, Vincent, c'est un monsieur que j'ai rencontré en 1990, peu après avoir été, comme je l'évoquais tout à l'heure, embauché dans cette grande usine normande. Donc vous êtes amis depuis 26 ans. Je suis nul en calcul, mais c'est ça. Hein? C'est ça, ouais, depuis 90. Okay. Quasiment, ouais, aussitôt. Ouais. Ah ouais. Ok, donc vous le connaissez bien, vous l'avez connu à plein de périodes de sa vie, on va en parler, si vous êtes d'accord. Voilà. Et Claude, c'est un monsieur que j'ai rencontré en 2001. Et il était, lui, pour le coup, était un personnage important dans l'organisation de cette usine, puisqu'il était directeur adjoint de cette grande usine. Et je suis arrivé dans son bureau au moment où j'évoquais cette affaire de formation, etc. Et Claude me dit, voilà, j'aime bien votre parcours et je suis d'accord. Et il me répète plusieurs fois dans l'échange, il faudra aller au bout. Il faudra aller au bout. depuis que vous écoutez à la lettre.
plus qu'à la lettre, même. Bon, on va faire connaissance. Et puis, dans votre histoire, finalement, vous dites, en écrivant ce livre, hein, rien n'est joué d'avance, le formidable destin d'un gamin de la DAS devenu PDG, finalement, vous avez, à l'occasion de ce livre, cité plein de gens et recontacté plein de gens. Oui. Mais vous n'avez pas eu le temps de les voir, le livre vient de sortir. Oui, oui, oui. Et donc, j'espère que c'est une bonne surprise. Mais il y a quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure, pendant qu'on se parlait en entretien, qui était sur votre chemin, qui vous a fait du bien, mais que la vie ne vous a pas encore représenté. Et je sais que vous en aviez envie, tous les deux. D'accord ? Et donc, du coup, c'est une surprise, elle était cachée dans le jardin. Regardez. Elle s'appelle Catherine. C'est elle qui vous a donné le livre quand vous étiez à l'orphelinat. Vous ne vous êtes pas revus depuis 40 ans. C'est pas possible. Si, c'est possible. Si. Asseyez-vous, je vous laisse vous asseoir. C'est pas possible. Eh ben si, je suis venue. Je suis contente d'être là. Bonjour Catherine, je ne me suis même pas levé parce que je voulais vous laisser Frédéric. entre vous. Bonjour. Asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire ? Vous en foutez, j'ai compris. Oui, Alors c'est regardez. Regardez. Quelque chose qui... Voilà, c'est du gingembre, ça. Voilà, bah, c'est bon. Ça requinte. C'est bon. C'est bon. C'est le passé qui rejaillit. Oui. On a parlé d'un passé très très difficile. Et il a parlé de vous tout à l'heure, parce qu'on s'est rencontrés en tête à tête et il m'a raconté son histoire particulière. Et en disant, voilà, quand je suis arrivé à l'orphelinat, je lui disais, mais est-ce qu'il y avait de l'affection ? Il dit, oui, il y avait des adultes qui nous en donnaient, et notamment une dame qui s'appelle Catherine et qui m'a offert un livre. Et j'oublierai jamais ça. Vous vous rappelez quel livre vous lui avez Oui, offert ? je me souviens, oui. C'était son premier livre. Voilà. Et c'était quoi le livre ? Ça s'appelait Ducran Milo. Parce qu'en plus, il était malade au lit, donc voilà. Il fallait quelque chose qui lui redonne de l'énergie, quoi. Vous savez qu'il vous regarde parce qu'il ne réalise pas que vous êtes là en vrai. Bah oui, j'imagine, oui, moi non plus. Hein. Ça fait 40 ans, quoi. Oui. Bah oui, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Oui. C'est incroyable. Ah oui. Bah si. Et alors, en plus, il a parlé de vous dans ce livre. Oui, je sais. À quelle page ? 36. Il a parlé de vous à la page 36. Et vous avez ressenti quoi quand Oh, bah j'ai pleuré, hein. Voilà. De toute façon, du début à la fin... Mais qu'est-ce qui est si émouvant dans cette histoire, dans l'histoire de Patrick pour vous ? Bah, son enfance, d'abord, qui était quand même terrible. Et puis, le fait qu'il ait su... voilà, c'est ça qui est émouvant. Parce que moi, j'étais ému quand on s'est parlé tout à l'heure. Oui, finalement, je me rendais compte oui. que j'étais plus en colère quand il parlait de la dureté de son enfance. Oui, bien et sûr, j'étais oui. ému de ce qu'il en avait fait. Bah oui, tout à fait, c'est ça. Et quand vous donnez ce livre à cet enfant, Oui. est-ce que vous réalisez la portée que ça peut avoir, un livre ? Que 40 ans plus tard, quelqu'un va parler de ce geste ? Ah bah ça non, ça c'est sûr que le jour où je l'ai fait, je pensais pas du tout. Moi je faisais ça pour qu'il passe un petit peu de temps, comme C'était pas pour qu'il parle de vous, page 36, 40 ans plus tard. Non, pas ça. Alors là, loin de moi cette idée, hein, j'aurais jamais cru, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'était pour le distraire un petit peu, pendant qu'il était alité, quoi. Voilà, c'était ça tout simplement. Bon, Patrick, comme on achète des livres à ses enfants, ou pour un anniversaire, ou pour Noël, ou pour... voilà. c'est quoi que vous venez d'entendre, Patrick ? C'est à ses enfants ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, oui. À ce moment-là, vous êtes salarié d'une institution qui est un orphelinat. Oui. Bon, déjà, on ne choisit pas par hasard de travailler dans un endroit comme celui-là. C'est sûr, parce que tous les enfants avaient un passé plus ou moins difficile. Enfin, il y en avait qu'on avait plus que d'autres, hein. Comme Patrick. Hein. Et justement, à ce moment-là, oui. parce qu'il a caché beaucoup tout au long de sa vie, cette histoire, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous savez de lui ? On sait qu'il a plus son papa, que la maman n'est pas très présente. Voilà, c'est les données que l'on a, c'est ça. Hein. Donc on savait que c'était quand même des enfants qui n'étaient pas très très gâtés. C'est ceux-là, on les chouchoutait peut-être un peu plus. Voilà. On avait envie de faire un geste supplémentaire, quoi. Patrick, si vous arrivez à dire un mot, ça m'intéresse. Mais déjà, en fait, j'avais très envie de m'approcher, en fait. Parce que vous voulez, c'est elle qui décide, c'est pas moi. Mais il faut. Je suis très... j'ai du mal, en fait. Tout à l'heure, j'étais il y a eu un instant où j'ai quitté ce moment-là pour être dans le calcul, et je me dis, mais ça fait 40 ans. Donc ça, c'est... Et puis, l'écho, c'est ces enfants qui tournent en boucle. C'est ce que Catherine vient de dire, c'est ces enfants. Oui. Et je trouve ça incroyable. Je me sens gâté, en fait. Hein. Donc, je me sens très gâté.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire 40 ans plus tard? Mais il y a plusieurs choses. Il y a... déjà, j'ai du mal, en fait. Parce que... tiens, un jour, Claude me disait, on ne mesure pas l'impact qu'on a sur les gens. Et ce qui serait merveilleux, c'est... parce que dire merci, te dire merci aujourd'hui, c'est tellement rien par rapport à ce qui m'anime et ce qui me touche profondément. Mais ce qui serait fabuleux, c'est que tu mesures à quel point tu as eu un impact. Bah oui, pour quand moi. j'ai lu le livre, effectivement, je me suis rendu compte de ça. Hein. Si Bon, tu sur veux. le moment, non, on ne se rend pas compte. Tous ces gestes-là puissent compter autant, quoi. Voilà, Voilà. tu as eu un impact. T'as eu Voilà, un impact oui, oui. et donc je t'adresse un Donc immense j'en merci. suis fière. Je suis très contente. Je suis très contente. Ce qui me venait aussi, c'est très, très directement, évidemment Catherine, pour elle, mais aussi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour ce qu'elle incarne et ce qu'elle représente de cette communauté qui fait un boulot mais fabuleux, puisque j'ai la chance de les voir par ailleurs, et qui sont tellement importants pour créer du lien, pour reconstruire des gens, etc. Cette communauté de... T'incarnes ça merveilleusement bien. Bah, c'est bien. Pourquoi vous aimeriez dire merci à Vincent? Vincent, en 1992, je décide de vendre tout ce que j'ai et de réaliser un vieux rêve. Et je décide d'aller découvrir l'Australie. Vous avez quel âge? Donc là, j'ai 25 ans. Donc tout ce que j'ai à 25 ans, c'est pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, mais je travaillais depuis longtemps, donc j'avais comme une voiture, j'avais une télé, un canapé, un petit peu de mobilier, des petites choses. Et puis je m'étais mis à surfer vers 19 ans, quelque chose comme ça. Je me suis dit, en écho à ce que j'avais des souvenirs du passé, j'avais envie de l'Australie. Et je raconte ce projet à Vincent, et Vincent, il a construit chez lui, alors Vincent, il est marié, il a une femme, des enfants, il a une famille, etc. Il a construit pour moi, dans son garage, une chambre, mais une vraie chambre, hein, des murs, des portes, le sanitaire, etc. Il a construit chez lui une pièce pour moi, pour que je puisse passer du temps et augmenter finalement mon pécule avant de partir. Donc, pour économiser avant de partir. la location de la maison, de l'appartement. Voilà, donc je suis allé vivre chez eux. Et depuis, il incarne des valeurs et une fidélité. Et Vincent, c'est mon témoin de mariage. Oui. Et c'est un monsieur qui a une constance et une fidélité affective et dans l'amitié qui me bluffe, et des valeurs simples mais tellement incarnées et profondes. Et c'est un monsieur pour qui je traverse le monde demain. Oui. C'est un monsieur très important. Très important. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas connu Patrick dans les mêmes conditions que vous l'avez connu. Hein. Je n'ai pas apporté la même chose non plus. Bon, disons qu'on s'est connus au travail. On travaillait dans une équipe. Et tout de suite, on s'est bien entendu. Alors qu'on n'était pas... On était différents. Hein. Tu étais très sportif, j'étais moins. Mais on s'entendait bien au travail. On était un petit groupe de 2 ou 3 personnes qui s'entendaient très bien dans une équipe de 15. Et votre boulot à ce moment-là, tous, c'était quoi exactement? C'était... ça s'appelle opérateur en salle de conduite. Hein. C'est de la conduite surveillance d'installation nucléaire. D'accord. Patrick commençait à évoluer un petit peu à son travail. Et puis tout d'un coup, il me dit je vais tout plaquer, je m'en vais en Australie, il faut que j'aille en Australie. Donc il écoute ses tripes. Donc moi... Votre réaction, c'est quoi? Moi, inquiet. Parce que... il dit, tu quittes tout, tu peux pas tout quitter. Alors, je connaissais pas sa vie antérieure. Pas raconté non, parce que c'est quelqu'un qui s'est pas servi de ça pour attirer la sympathie. Voilà, pas du tout. Donc, et puis son projet Australie m'inquiétait parce que matériellement, il n'était pas très fortuné. Quoi. Je dis, tu peux pas partir avec quoi, comment, et a germé l'idée, oui, d'économiser un loyer en venant chez nous, quoi. Tout simplement. Et puis on a fait une chambre à la va-vite quand même. C'est-à-dire que vous voulez réaliser un rêve qui vous inquiète. C'est fort quand même. C'est oui, lui parce d'abord. Que je sentais qu'il fallait qu'il accomplisse. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je lui aurais dit non, vas-y, n'y va pas, mais là j'ai senti qu'il fallait qu'il y aille, quoi. Comment vous avez réagi quand il vous a choisi comme témoin de mariage? Ah ben là, c'était... Il faudra couper. Hein. C'est moi qui décide. C'était très fort, ouais. J'en étais presque gêné, quoi. Mais, Gêné pourquoi?
Parce que il m'a pas semblé que je l'ai aidé autant que ça, quoi. C'est une aide matérielle. Voilà. Puis je suis assez pudique. J'aime pas trop les remerciements, à vrai dire. Ça a été très touchant, ouais. Il a parlé de vous dans le livre. Oui. Je vous dirai pas la page. Mais oui, c'est pareil, j'étais très touché aussi. Et, bon, oui, ça me marque beaucoup. Patrick, un mot sur ce que vous venez d'entendre. Que j'ai compris que c'était quelqu'un de pudique, donc il le pense et vous le savez, vous n'avez pas besoin des mots, mais le fait de l'entendre. Mais le fait de ressentir son émotion, déjà, me touche profondément et on se parle même pas. C'est-à-dire que c'est même pas utile qu'on se parle. Et c'est un monsieur qui est très pudique et qui réussit beaucoup de choses aussi. Et notamment avec ses enfants, etc. Et une constance dans les valeurs et l'amitié qui est... Donc quelqu'un d'inspirant aussi. Oui. De l'humilité, de la générosité, de la constance, c'est pas mal. Oui, et puis qui a vécu des choses très dures aussi, qui est très dur, extrêmement dur, et qui vit avec ça, et qui a aussi son jardin, et qui malgré tout avance et donne. Et je l'admire beaucoup. Ouais. Bon, et je vais poser une question, mais la réponse est une évidence. C'est-à-dire que vous êtes connu ouvrier, il est devenu PDG, et on voit bien qu'il n'a pas oublié. C'est ça, oui. Il n'a pas oublié, et il renvoie l'ascenseur pour ma fille qui a été faire des stages aux États-Unis. C'est même, j'ai même pas demandé, quoi. Dès qu'il a appris, il a tout organisé. Bon, il n'oublie jamais, mais il est resté lui-même, fidèle. Alors Claude, pourquoi vous vouliez lui dire merci? Alors mon Claude. Donc Claude était votre patron. Ah oui. Au moment de la rencontre, Claude, il a un très gros poste. Hein. Il dirige en fait toutes les opérations de ce site majeur de plus de 5000 personnes. Hein. D'accord. Et j'arrive dans son bureau et je suis un peu impressionné, je ne le connais pas, j'ai entendu parler de lui. C'est un ouvrier qui rentre dans le bureau du grand patron. Ah oui, du très grand patron. On était 6000 à l'époque sur le site ou quelque chose comme ça, c'est énorme. Et c'est juste d'avoir une relation individuelle avec 6000 personnes, évidemment. Ah oui, et puis là, après quelques entretiens, j'arrive chez l'amiral, si je fais court. Hein. C'est un entretien le soir tard, j'attends, et puis il est quelque chose comme 7h30, et j'attends toujours dans l'antichambre, etc. Et puis il y a une rencontre qui se fait, et j'ai un souvenir incroyable, et où Claude dit voilà, j'accepte, j'aime bien votre parcours, il faudra aller au bout. Et il fait autre chose en plus. Il dit, vous savez, dans notre organisation, pour passer cadre, il faut un parrain. Et si vous voulez, je peux être ce parrain. Et là, on est en 2001. Donc Claude, tout le long de mon cursus d'études du 3e cycle, etc., de ce master, est toujours présent quand je le sollicite, toujours. Et il quitte l'AG à un moment donné, prend un très gros poste à Paris, etc. Et malgré tout, depuis Paris, ne me lâche jamais. Et quelques jours avant ma soutenance de 3e cycle, donc c'est un moment important pour moi, je dois aller au Havre, je prépare mon mémoire, etc. Et Claude change encore de poste pour reprendre un poste encore plus, je décris, stratosphérique. Et le jour de ma soutenance, le jour même, et il avait dit, il s'était engagé à venir à la soutenance de Paris, voir le petit gars qu'il... Enfin, et le jour même, je suis en voiture, je vais vers le lieu de la soutenance, je reçois un appel, et c'est Claude. Tu te souviens de ce moment-là? C'est tellement présent. Et Claude, j'entends la voix de Claude, et je me dis, aïe, il va pas pouvoir venir. C'est foutu. Et il m'appelle, il me dit, je risque d'avoir un tout petit peu de retard, parce qu'on a eu un problème avec les États-Unis, je n'ai pas dormi de la nuit, mais je serai là. Il est venu, et il était à l'heure, et il a assisté à ma soutenance, mais c'est hallucinant. Et depuis, il m'a jamais lâché. Et c'est un monsieur d'une intelligence incroyable et d'une humanité supérieure à son intelligence et qui a un cœur qui est énorme et qui, pour le coup, a un talent à aider l'autre à s'accomplir, je crois, puisque ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup d'autres. C'est un très grand monsieur. J'ai pas de questions, Claude, je vous laisse réagir. Ouf. Bah déjà, évidemment, beaucoup d'émotions. En fait, pour expliquer un peu, quand en fait Patrick dit que j'ai fait ça pour beaucoup d'autres, oui, parce que je pense que manager des gens, c'est d'abord les aimer. Ça a toujours été
En tout cas, mon style. Voilà, on n'entend pas ça dans la bouche de tous les patrons. Non, en fait, je crois que Patrick, c'est quand même un cas un peu spécial. Mais j'ai une question quand même, Claude. Quand il vient dans votre bureau vous solliciter, est-ce que vous savez qu'il a grandi dans un orphelinat? Est-ce que vous savez qu'il a grandi dans une cabane, dans la forêt, sans eau, sans électricité, dans une violence qui est difficile à imaginer, qu'on peut appeler barbarie aujourd'hui? Vous le savez tout ça à ce moment-là? Non, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un trajet par la DAS. Je sais par la que, DAS. Voilà. Je connais aussi tout ce parcours qui révèle cette soif de connaissance et cette conviction qu'il a, qu'il n'a jamais perdue, que la manière de s'en sortir, c'est ça. C'est apprendre, continuer, progresser. Il paraît que c'est un secret du bonheur en plus. Ça me plaît énormément. Après, il y a le contact. L'homme me plaît beaucoup aussi. L'énergie qu'il dégage, le sourire, tout ce côté positif qui fait que malgré le parcours qu'il a eu, il est dans l'énergie positive. Il est dans je donne, il est dans l'empathie. Et ça, ça révèle l'ensemble des talents qu'il faut pour qu'il arrive là où il est arrivé. Donc j'avais aucun doute. Après l'heure et demie d'entretien qu'on a eu, je n'avais aucun doute sur le fait que j'avais d'une part envie de le parrainer et d'autre part de là où il arriverait. J'étais absolument sûr qu'il y avait des réussites derrière. Et puis c'est devenu une grande, profonde amitié qui me fait beaucoup d'honneur et je suis passé un peu progressivement de parrain à tonton. Vous m'avez présenté des gens qui comptent et je voudrais à mon tour vous présenter des gens qui comptent pour moi. Mais auparavant, je voudrais vous demander à chacun, puisqu'il a dit à quel point vous lui avez apporté. Finalement, dans la vie, les relations, c'est 50-50. Donc, qu'est-ce que cet homme vous a apporté finalement par sa présence? Par rapport à ce que je lui ai apporté, il me le rend au centuple, quoi. Je suis heureux. Quand il est heureux, je suis heureux. C'est réglé. Claude? Il m'apporte de l'énergie tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'il y a de formidable avec nous, c'est qu'on ne sait plus qui coache l'autre. Je l'ai connu petit garçon, donc la relation n'était pas les mêmes. Par la suite, on dit, on a peut-être été une petite pierre dans l'édifice de sa vie, quoi. Bon, vous savez, je vais vous présenter donc des gens qui comptent pour moi, à mon tour. Et ce sont des gens qui me mettent de bonne humeur, qui me donnent le moral. J'espère que ça va vous faire le même effet. Parce qu'ils sont très, très connectés à la société dans laquelle on vit. Tous les problèmes dont on nous parle, tous les problèmes qu'on peut voir au quotidien, les injustices, tout ce qui ne va pas. Mais ils ne vont pas vous plomber le moral parce qu'eux, ils sont obsédés par un truc, ce sont les solutions. Et donc, je les appelle mes amis dénicheurs parce qu'ils passent leur temps à chercher des gens qui ont des idées qui marchent. Ça vous donne envie de les rencontrer? Très. Ok, je vous laisse un petit peu entre vous, je vais voir comment ça se passe en cuisine. À tout de suite. Merci. Pour le dessert, par contre, crumble aux abricots. Parce que c'est aussi un abricot de saison. Je suis venu parce que j'ai entendu crumble aux abricots. Ben ouais, ça c'est le dessert surprise. Et j'ai entendu bizarre aussi. Ouais, il y a un petit combat sémantique entre la piperade et l'escalivade. Mais dans tous les cas, c'est bon. Escalivade, ça vient de Perpignan, l'escalivade, ce qu'ils appellent piperade, et c'est le même goût. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est très simple, des légumes de saison. Ça fera plaisir à tout le monde. Et l'omelette, c'est le truc qui est toujours réussi, qui est super simple à faire. Ce qui est magnifique, c'est que toi, t'es historien et on a l'impression que t'es cuisinier quand tu parles. Et pas du tout. Incroyable. Ça va? Oh, oui, ça va. Ça va mieux. Oh là là, c'est incroyable. Ça va mieux. Tu pensais pas, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. 40 ans après. 40 ans. Oui. Formidable. C'est sûr. Hein. Mathieu, je vais te présenter à mes invités. C'est la première fois que tu viens dans cette maison. Ouais. Moi, je vais vous parler de l'art d'imaginer le futur. Qui est un peu une folie d'imaginer le futur, mais c'est une folie qui date de la nuit des temps. Dans l'histoire de l'humanité, on a toujours essayé d'imaginer le futur. On a toujours eu cette envie-là, ouais. De la Grèce antique jusqu'à maintenant, on a toujours voulu parler du futur, ne serait-ce que pour éviter de le subir. Et c'est important à cette époque d'imaginer notre futur? Je pense qu'à toute époque, c'est important. Particulièrement dans une époque où on est dans l'urgence, dans l'immédiat, où il faut absolument reprendre du temps long pour mettre des perspectives dans tout ça. Bon, ça donne envie. Mais le futur, c'est quoi? C'est qu'on va se régaler avec une piperade. Piperade, ça voulait dire plus